instabilité en Afrique. Au Mali, les habitants de Tombouctou voient leur histoire reconstituée, et ce, suite aux excuses présentées ce lundi par Ahmad Al-Faki Al-Mahdi devant la Cour pénale internationale. Au Burkina Faso, le 6e congrès de l'Association des municipalités s'est achevé ce week-end. Cette rencontre a permis d'élire le nouveau bureau de l'association pour les 5 prochaines années. Enfin, présidentielle de 2017 en France, l'ancien président de droite Nicolas Sarkozy a annoncé ce lundi sa candidature dans un tweet citant un extrait de son livre à paraître mercredi. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bonjour à tous. Tournée africaine du secrétaire d'État américain John Kerry, le Kenya étant le premier point d'escale. Il s'est entretenu ce lundi avec le président Uhuru Kenyatta. Au centre des échanges, la sécurité régionale, notamment la situation précaire au Soudan du Sud voisin. Le secrétaire d'État américain John Kerry a foulé le sol kényan ce lundi. Il entame ainsi sa tournée africaine à Nairobi où il s'est entretenu avec le président Uhuru Kenyatta sur la sécurité dans la région, notamment la situation précaire au Soudan du Sud voisin. Après son entretien avec le président kényan, le secrétaire d'État a rencontré dans la mi-journée de lundi les ministres des Affaires étrangères du Kenya, d'Ouganda, de Somalie, du Soudan et du Soudan du Sud. Au cours d'une conférence de presse, le secrétaire d'État américain a insisté sur la nécessité de déployer une force de protection onusienne composée de troupes africaines dans la capitale du Soudan du Sud, théâtre de violents combats en juillet dernier. John Kerry et ses homologues ont également discuté de la Somalie où les islamistes radicaux Shebab continuent de semer la terreur et font peser une crainte sécuritaire majeure sur les prochaines élections générales. Les Shebab sont peut-être nés en Somalie, mais ils ne se soucient pas des frontières nationales et les terroristes sont une menace régionale, donc ils demandent une réponse régionale. Pour la suite de sa tournée africaine, John Kerry est attendu mardi et mercredi au Nigeria où il abordera la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. Et justement, le gouvernement sud-soudanais est contre le déploiement annoncé de nouveaux casques bleus sur son territoire, tel que prévu par la résolution 2304 de l'ONU. Le vice-président Taban Dengue, qui a remplacé l'ex-rebelle Riek Machar, l'a une fois encore martelé lors d'une visite qu'il effectue à Khartoum depuis ce dimanche. Selon lui, cette mesure sape la souveraineté du Soudan du Sud. Reportage. Le président sud-soudanais Salva Kiir a fait part de son refus et de sa réticence devant le déploiement annoncé de nouveaux casques bleus sur le territoire sud-soudanais, conformément à la résolution 2304 de l'ONU récemment votée. Son nouveau vice-président Taban Dengue l'a ouvertement martelé lors de sa visite officielle, sa toute première qu'il effectue à Khartoum, capitale du Soudan, depuis dimanche. Nous contestons la résolution de l'ONU 2304. Le gouvernement du Soudan du Sud et son peuple l'ont rejetée parce qu'elle sape la souveraineté du Soudan du Sud. La résolution 2304 propose de prendre en charge la gestion de l'aéroport de Djouba, mais aucun gouvernement ne serait prêt à céder la gestion de ces aéroports à des étrangers. La résolution 2304, votée le 12 août par le Conseil de sécurité des Nations Unies, prévoit le déploiement d'une force de protection onusienne composée de 4000 hommes issus de troupes africaines dans la capitale Djouba, théâtre de violents combats au mois de juillet dernier. En visite à Nairobi, le secrétaire d'État américain John Kerry a une fois encore insisté sur la nécessité de déployer cette force. La communauté internationale insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une force d'intervention, mais d'une force de protection avec un mandat très clair lui permettant de protéger la population.
Un djihadiste malien présumé plaide coupable de crimes de guerre ce lundi devant la Cour pénale internationale. Une première dans l'histoire du tribunal. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est poursuivi pour destruction des mausolées de Tombouctou au début de l'été 2012 lors de l'occupation de cette ville historique par les djihadistes d'Ansardine et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Après la lecture des charges, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, un djihadiste malien présumé, accusé d'avoir ordonné et participé à la destruction des mausolées classés au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou, a plaidé coupable ce lundi devant la Cour pénale internationale et demandé pardon pour ses actes. Votre honneur, j'ai le regret de dire que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent est véridique et reflète les événements. Je plaide coupable. Malgré ses regrets, un militant des droits de l'homme malien a qualifié ce lundi de blessure profonde la destruction des mausolées de Tombouctou. Les mausolées représentent une valeur historique inestimable pour nous, Maliens. C'est notre identité culturelle. Pour nous, c'est une blessure profonde et que même ce procès ne pourra enlever. Pour sa part, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a dénoncé la destruction des mausolées de Tombouctou comme un crime contre les valeurs universelles. Il s'agit d'un crime contre ce qui fait la richesse même de collectivité complète. Et par là même, il s'agit d'un crime qui nous appauvrit tout et qui porte atteinte à des valeurs universelles qu'il nous incombe de protéger. Quant au représentant du Mali auprès de la Cour pénale internationale, Sékou Cissé, il a témoigné ce lundi son fort soulagement au moment où se tient le procès d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Ce procès nous apporte un fort soulagement en tant que peuple affecté et nous encourage dans nos efforts de renforcement de l'état de droit et de lutte contre l'impunité dans notre pays. Notons que ce procès devrait durer une semaine et l'accusation va demander une peine comprise entre 9 et 11 ans de détention, a affirmé un membre du bureau du procureur. On reste collé à cette actualité au Mali. Pour les habitants de Tombouctou, leur histoire est reconstituée et ce, depuis que le djihadiste Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a demandé pardon ce lundi à son peuple en plaidant coupable. C'était à l'ouverture de son procès historique à la Cour pénale internationale. Je vous invite à suivre quelques réactions. Heureusement qu'on a vu aujourd'hui, vraiment, nous sommes très contents, nous nous sentons vraiment avec notre histoire reconstituée. Et vraiment, nous sommes très contents du fait qu'on nous a refait exactement tout ce qu'on avait perdu en ce temps de tristesse. Vraiment, on est satisfait. C'est quelque chose que vraiment, ça nous montre le moral. Nous pensons aussi demain que s'il y a eu des aides, parce que nous sommes une ville qui est vraiment enclavée. Il y a beaucoup de chômeurs. Donc nous voulons faire quelque chose, mais nous n'avons pas eu le temps de le faire. Nous voulons très bien construire Tombouctou si nous avons des moyens. Mais si nous avons eu des partenaires qui nous aident à reconstruire Tombouctou, vraiment on est satisfait. Ce journal se poursuit. Le 6e congrès de l'Association des municipalités de Burkina Faso s'est achevé ce week-end à Ouagadougou. Cette rencontre des maires du Burkina a permis aux participants d'une part de relire les tests de l'association pour l'adopter au nouveau contexte post-insurrectionnel et d'autre part à l'Assemblée d'élire le nouveau bureau de l'AMBF pour les 5 prochaines années. Un nouveau directoire de 48 membres présidé par le maire de Ouagadougou, Armand Pierre-Roland Bewindé. Reportage Claude Romba. 3 mois après leur élection à la tête des conseillers municipaux, les maires du Burkina veulent aller vite. Convaincus que le processus de développement à la base est un mouvement d'ensemble, leur première action, remettre la barque de l'AMBF à flot après la mise en quarantaine pendant la période de transition. Le 6e congrès de l'association était une occasion pour les 351 nouveaux édiles du Burkina de revoir le statut du maire et d'accorder leur violon avec le gouvernement
pour une meilleure compréhension de la politique nationale de développement économique et social. Le Congrès, en toute souveraineté, a procédé à l'élection du nouveau maire de l'AMBF, un nouveau directoire qui se veut représentatif de toutes les 13 régions du pays et de toutes les sensibilités politiques. Un pari réussi avec l'élection d'un bureau de 48 membres. Et le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre Roland Bewende, est élu maire de l'AMBF pour un mandat de 5 ans. Nous allons déjà remettre l'AMBF en route. Je pense que cela, eux-mêmes l'ont acté en faisant une résolution, en demandant un audit organisationnel et financier pour réadapter notre association à nos ambitions. Donc ça, c'est une grande mission. Nous allons redynamiser également les bureaux régionaux. Nous allons mobiliser de nouvelles ressources pour venir en aide aux communes les plus reculées. Comme on l'a dit, c'est un congrès de renaissance, donc le chantier est vaste. Aussitôt mis en place, le nouveau bureau de l'AMBF a été reçu par le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, qui les a félicités et exhortés au travail. Par ailleurs, le président du Faso a promis d'accélérer pour faire du processus de transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités locales une réalité. Au Bénin, les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COS-LEPI, ont prêté serment et ont été installés ce lundi. C'était dans la cour de la cour dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle en présence des membres de la dite Cour, de représentants et de présidents d'institutions de la République, de représentants de corps diplomatiques et de bien d'autres personnalités. La cérémonie a été présidée par le président de l'institution, Théodore Lo, en personne. Il intervient ici sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste Tonrissou. Messieurs les membres du COS-LEPI, votre tâche est primordiale, car vous êtes au commencement de tout processus électoral dans notre pays. Or, vous le savez tous, disposer d'une liste électorale fiable, c'est déjà réussir, dans une large mesure, une consultation électorale. Votre responsabilité dans l'organisation satisfaisante des futures consultations référendaires est pleinement engagée. La République attend donc de vous un travail impeccable, accompli avec conscience, professionnalisme, dans les délais légaux, c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier 2017, et dans le respect des prérogatives de l'Agence nationale de traitement. Vous saurez, je n'en doute guère, relever les défis qui vous sont lancés. Pour finir, Tout pour la France, c'est le titre du livre à travers lequel l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy annonce sa candidature à la primaire de la droite. Il quitte dès ce lundi la présidence du parti Les Républicains pour se consacrer à sa seule candidature à la primaire en vue de reconquérir l'Élysée. 5 années après avoir échoué à se faire réélire, il a décidé d'être candidat à la présidentielle de 2017 en France. Tout pour la France devrait paraître mercredi. Afin de vaquer pleinement à cette nouvelle mission, Nicolas Sarkozy, qui a quitté ce lundi la tête de son parti, devrait y être remplacé par Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'ex-président français semble bien décidé à prendre sa revanche, mais la compétition s'annonce rude déjà dans son propre camp. Pour s'assurer la victoire dans ce possible match retour, Nicolas Sarkozy doit chercher à s'imposer au sein de son propre parti, les Républicains. Il donnera un meeting jeudi à Château-Renard. Il est bien possible que Nicolas Sarkozy affronte à nouveau le socialiste François Hollande, qui lui avait ravi la présidence en 2012, mais aussi la dirigeante de l'extrême droite française, Marine Le Pen, créditée d'une forte popularité dans les sondages. Du côté de l'actuel président Hollande, pas encore de signal officiel. Bien qu'il souffre d'une impopularité record, faute d'autres prétendants rassembleurs dans son camp, il pourrait bien porter à nouveau les couleurs socialistes en 2017. Ces deux personnalités ne sont pas les seules en vue. 12 autres prétendants souhaitent participer à cette première primaire de la droite prévue les 20 et 27 novembre prochains. Alain Juppé est donné favori devant Nicolas Sarkozy. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.